Dragon's Eggs Daenerys, and the Shadowlands beyond Ashai. Maekar s'est éteint subitement au sommet de sa gloire, déclenchant un jeu des successeurs. Parmi les fils vivants du défunt roi, c'est finalement le jeune Aegon qui monta sur le trône, prenant ainsi le nom d'Aegon V du nom. Les précédents rois qui ont porté le nom d'Aegon ont laissé des impressions assez mitigées depuis le règne du conquérant. Aegon V voulut s'inscrire dans la continuité tout en gardant de la simplicité et il opta pour le bandeau d'or du roi Aegon III plutôt que la couronne ouvragée de son père Maekar. Dès sa nomination, Aegon V était face à un cruel dilemme. Que faire de Bryden Rivers ? Pour rappel, ce dernier avait servi son oncle Aerys Ier comme main du roi, ainsi que son père Maekar là aussi comme main du roi, et il était un proche de la couronne depuis des décennies. Et pourtant, malgré la confiance placée en lui, Bryden Rivers, appelé Freux Sanglant, avait trahi la parole du trône de fer en exécutant Aenys Feu Noir, qui venait à Port-Réal pour défendre sa candidature à la couronne. Aegon V devait faire preuve de fermeté, mais aussi de tact pour ne pas déshonorer le trône de fer. Beaucoup étaient heureux de voir un Feu Noir éliminé, mais il fallait quand même sauver les apparences et honorer la parole de la couronne. Il fut jugé pour son crime, et Bryden Rivers fit un long discours pour expliquer son geste. Freux Sanglant expliqua qu'il avait exécuté Aenys Feu Noir parce que cela était nécessaire pour sauver la couronne de la menace du dragon noir. Il n'exprima aucun regret, car il savait qu'il sacrifierait son honneur et peut-être même sa vie par cet acte fourbe. Après son explication, il fut condamné à mort sans appel possible, car il avait donné sa parole au nom du trône de fer. Toutefois, Aegon V lui proposa quand même de prendre le noir et de servir la garde de nuit, ce qu'il fit sans hésiter. Ainsi, Bryden Rivers quitta la cour pour rejoindre la garde de nuit, accompagné par 200 hommes, dont des archers d'élite de Bryden voulant servir à la garde. Il fut également accompagné par Maestre Aemon, le frère du roi, qui prend le poste de maître de la garde de nuit à Château-Noir. Aemon voulait quitter la capitale pour ne pas devenir un outil politique aux mains des adversaires de son frère. Juste avant d'embarquer, Maître Aemon conseille son jeune frère pour la marche à suivre lors de son règne, lui disant ceci : « Tue l'enfant qui est en toi. Pour gouverner, il faut être un homme, un Aegon, pas un œuf. Tue l'enfant et laisse naître l'homme. » Voilà les derniers instants partagés entre les deux frères Targaryens en 233 après la conquête. Aegon comprit très bien les paroles de son frère et il appliqua ses conseils dans la vie de tous les jours. D'entrée, il nomma son ancien maître Sir Duncan le Grand au poste de garde royal, suivant ainsi son instinct selon les conseils de son frère. Il faut dire que les deux frères partageaient une relation très fusionnelle, étudiant régulièrement d'anciens manuscrits parlant des dragons, de leurs études et surtout des méthodes pour couver des œufs. Cette fascination pour les dragons marquera Aegon durant son enfance, à tel point qu'il fut surnommé Egg, ou œuf en français, par son frère Aemon. Ce surnom prendra encore plus son sens lorsqu'il se rasera les cheveux pour protéger son identité durant ses voyages aux côtés de Sir Duncan le Grand. Lui servant d'écuyer pendant de nombreuses années, Aegon fut finalement adoubé chevalier par son maître et il sert de commandant des armées aux côtés de sa famille durant la terrible troisième rébellion Feu Noir en 219 après la conquête. Lorsqu'il fut nommé roi à la mort de son père Maekar en 233 après la conquête, beaucoup à la cour regardaient Aegon d'un mauvais œil. Le nouveau souverain semblait être très proche du peuple, voire même trop proche, et il fut accusé d'être un roi paysan, faible et trop éloigné du prestige de ses prédécesseurs. Ceci fut perceptible lors de la crise de l'hiver à Westeros. Cela faisait 3 années qu'un rude hiver frappait Westeros, notamment le nord et les terres du seigneur Stark. Par compassion pour le peuple nordien, Aegon V fit envoyer bon nombre de caravanes remplies de vivres afin d'aider le peuple du nord à surmonter ce terrible hiver. C'est cette attention particulière au peuple du nord qui commençait à agacer certains seigneurs à la cour. Ce rude hiver met encore 3 longues années à s'achever et le royaume en sortit meurtri en 236 après la conquête. C'est dans ce contexte d'affaiblissement que frappe une nouvelle fois le dragon noir des feux noirs à Westeros. Encore une fois, c'est Aegor Rivers, capitaine de la terrible Compagnie Dorée, qui tirait les ficelles de ce nouveau soulèvement lors de la tragique et sanglante 4e rébellion Feu Noir. Ce nouveau soulèvement fut déclenché en 236 après la conquête par des seigneurs revanchards voulant laver l'affront fait au Feu Noir suite à la décapitation d'Aenys Feu Noir par Bryden Rivers.
Le souverain Feu Noir en exil était Daemon III du nom, petit-fils de Daemon Ier Feu Noir, et il fut embarqué dans une nouvelle guerre pour le trône de fer. Les troupes rebelles débarquent au sud de la Nera, non loin de Port-Réal, et furent rejoints par peu de seigneurs locaux, car la cause Feu Noir était ancienne et ne faisait plus autant rêver qu'avant. Le roi Aegon V vient en personne, accompagné par ses gardes royaux et ses 3 fils. On ne connaît pas très bien le déroulé de cette 4e rébellion Feu Noir, mais on sait que les troupes Feu Noir furent massacrées lors de la terrible bataille du pont de la Wend, faisant même déborder le fleuve à cause de la montagne de cadavres qui y était entassée. Sir Duncan le Grand tua en combat singulier Daemon III Feu Noir et manqua de peu de capturer à nouveau Aegor Rivers. Ce dernier parvient une nouvelle fois à s'enfuir après avoir participé à sa 3e tentative pour mettre un souverain Feu Noir sur le trône de fer. Les loyalistes n'avaient perdu qu'une centaine d'hommes, mais la tragédie était quand même là. Tyon Lannister, héritier de Castral Rock, meurt durant la bataille. Une nouvelle fois, cette perte enclencha encore plus la marche vers le futur conflit entre les Reynes et les Lannister. Avec la fin de la 4e tentative du Dragon Noir, Aegon V pouvait à présent panser les blessures du royaume. Mais hélas pour lui, Aegon dut affronter de nombreuses révoltes menées par des seigneurs alors que le peuple aimait beaucoup le roi. Souvent en armure, il mena ses troupes sur le champ de bataille à plusieurs reprises, bien que privilégiant toujours le dialogue dans un premier temps. Avec cette méthode musclée, il fut considéré comme un roi tyran par certains seigneurs. Pourtant, Aegon V fit de nombreuses réformes et accorda des droits au peuple qu'il n'avait jamais eus jusque-là. Chaque nouvelle mesure suscitait la haine des seigneurs soucieux de voir leurs privilèges diminuer. Plusieurs fois, Aegon dit que s'il avait eu des dragons comme le Conquérant, il aurait pu remodeler le royaume à son image, c'est-à-dire en y assurant la prospérité, la paix et la justice pour tous. En rêvant de dragons, le roi ne perdait pas le nord et il chercha à assurer son futur, notamment celui de ses enfants. Marié par amour à Bertha la Noire, il eut avec elle 3 fils, Duncan, Jaehaerys et Daeron, ainsi que 2 filles, Shera et Rhaelle. Lui-même marié à une Nerbosque, Aegon V pensait que les unions incestueuses pratiquées depuis longtemps par sa famille causeraient justement plus de mal que de bien. Il prépare alors de nombreux mariages pour ses fils et filles, avec des enfants issus de grandes familles Westerosi. C'est cette affaire de mariage qui fut le départ de plusieurs crises au sein de sa famille. La plus violente fut avec son fils Duncan Targaryen, prince héritier du trône, alors surnommé Duncan le Petit. En 239 après la conquête, Duncan devait épouser la fille de Lord Baratheon, mais le prince Targaryen refusa en argumentant que son père s'était marié par amour et qu'il n'avait pas à imposer à ses enfants de se marier par devoir. Ainsi, Duncan épousa Jenny de Vieille-Pierre, une femme des bois rencontrée dans le Conflent, vivant dans des ruines et considérée comme une sorcière folle par les villageois alentours. De plus, Jenny est accompagnée par une curieuse naine albinos qui est, soit dit en passant, considérée elle aussi comme une sorcière. Qu'importe cela, le prince Targaryen tombe sous le charme de cette ravissante femme et entre en conflit avec son père. Aegon V n'accepta pas la décision de son fils, l'obligeant à épouser la fille de Lord Baratheon. Plutôt que de quitter Jenny, le prince Duncan renonça à son titre de prince héritier en faveur de son frère Jaehaerys. Aegon accepta malgré tout la décision de son fils et clôt ainsi l'incident, estimant que son honneur était sauf. Mais malgré cela, Lord Lyonel Baratheon n'était pas du tout satisfait de voir sa fille écartée au profit d'une femme des bois et entre ouvertement en rébellion contre le roi. Pire encore, Lyonel Baratheon se proclame même roi de l'orage, revêtant ainsi la couronne ancestrale des Durandon. Surnommé l'orage moqueur, celui qui se fit appeler le roi Lyonel Baratheon Ier était un homme à la poigne de fer très difficile à calmer. Cette rébellion fut assez rapide et malgré quelques petits affrontements sanglants, elle connut un dénouement plutôt joyeux. Sir Duncan le Grand, devenu lord commandant de la garde royale, défia le roi rebelle en duel. Vaincu par le champion du roi, Lyonel Baratheon abandonne sa couronne et obtient quand même le pardon d'Aegon. En guise de compensation, le roi organisa un mariage entre sa fille Rhaelle Targaryen et le fils de Lyonel Baratheon, clôturant ainsi la courte rébellion de l'orage. Au même moment, dans le nord, la garde de nuit élit un nouveau lord commandant en 239 après la conquête, et c'est Bryden Rivers qui est choisi à ce poste. L'ancienne main du roi retrouve donc un semblant de pouvoir après sa déchéance. Puis, après ces 2 épisodes, ce fut au tour de Jaehaerys, le nouvel héritier d'Aegon V, de se marier. Promis quant à lui à une fille Tully, il épousa en secret sa sœur Shera Targaryen, dont il était éperdument amoureux pour ne pas froisser son père en 240 après la conquête. Une fois l'union consommée dans le plus grand secret,
Aegon V n'eut pas d'autre choix que d'accepter le mariage entre ses deux enfants une fois qu'il l'avait averti. Il faut dire que Jaehaerys était bien plus soucieux de respecter la tradition des Targaryens. 2 ans après ce nouvel épisode, des corbeaux parviennent à la cour avec une excellente nouvelle en 242 après la conquête. Aegor Rivers est enfin mort et on dit qu'il s'en est allé l'épée à la main et un juron aux lèvres. Pour la cour, la mort d'Aegor Rivers fut accueillie avec joie car cela semblait marquer le coup de grâce au Feu Noir déjà mal en point après 4 tentatives avortées. Mais qu'importe cela, la Compagnie Dorée et la lignée Feu Noir perdurèrent malgré la perte emblématique de son capitaine. Mais malgré la mort d'Aegor Rivers, Aegon dut composer avec la colère des seigneurs car Jaehaerys était promis à une Tully tandis que Shaera était promise à un Tyrell. C'est à la même année que le prince Duncan revient à la cour avec son épouse Jenny de Vieille-Pierre et la naine Albinos. Cette dernière attise la curiosité à la cour et Jenny prétend qu'il s'agit en réalité d'une enfant de la forêt Albinos. Quelques années plus tard, Jaehaerys et Shaera eurent un fils nommé Aerys en 243 et une fille nommée Rhaella en 245 après la conquête. Aegon V était quand même heureux de voir que la lignée était assurée avec ses petits-enfants. Enfin, ce fut au tour du dernier fils du roi, le prince Daeron, de lui aussi rejeter son mariage avec Olenna Redwyn en 246 après la conquête. Là aussi, Aegon ne put pas faire grand-chose et accepta malgré lui la décision de son fils. Finalement, Olenna Redwyn sera mariée à Luthor Tyrell, qui devait quant à lui épouser Shaera Targaryen. Ainsi, Olenna Redwyn devient par la suite Olenna Tyrell, et je pense que vous avez très bien compris, il s'agit de notre chère Olenna, la terrible reine des épines, que nous retrouverons bien plus tard dans les livres et la série. Donc oui, Olenna a bien failli se marier à un Targaryen. Pour en revenir à Daeron, on dit qu'il préférait la compagnie d'un jeune garçon qui était son ami d'enfance, d'où son refus d'épouser Olenna. Les années suivantes sont plutôt calmes pour la cour et le roi. En 248 après la conquête, Maestre Pycelle est élu grand maître de la cour et entre au conseil restreint du roi. Là aussi, vous avez de suite reconnu notre très âgé Maestre Pycelle que nous retrouverons à la cour dans les livres et la série. La même année, a lieu un tournoi à Havre Noir où le prince Duncan le Petit bat Barristan Selmy, alors âgé de 10 ans. Très jeune en comparaison du prince, et pour célébrer sa perspicacité, Barristan sera surnommé par la suite le Hardy. C'est vraisemblablement autour de cette même année que rentre dans la garde royale Gerold Hightower, qui ne vous est sans doute pas aussi inconnu, puisque nous le retrouvons dans Game of Thrones lors d'un voyage de Bran dans le passé durant le terrible épisode de la Tour de la Joie. En 251 après la conquête, le prince Daeron meurt tragiquement au combat aux côtés de son amant en allant affronter des rebelles. On dit que le roi Aegon V fut inconsolable par la suite, ne trouvant que du réconfort dans les livres parlant de dragons. L'année 252 après la conquête fut elle assez particulière car une personne très importante disparaît subitement. En effet, Bryden Rivers, qui était lord commandant de la garde de nuit, disparaît mystérieusement lors d'une patrouille au-delà du mur. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, ni même ce qui causa sa disparition. Nous le retrouverons quand même des années plus tard dans les livres et la série, alors qu'il est devenu la corneille à 3 yeux. Et oui, Bryden Rivers, l'homme qui était un bâtard targaryen, main de 2 rois, qui a affronté 3 rébellions Feu Noir, assassiné en personne des prétendants Feu Noir, deviendra par la suite la corneille à 3 yeux. Comment en est-il arrivé là? On ne le sait pas. En tout cas, Bryden Rivers a disparu, et avec lui disparaît également la dernière épée en acier valyrien des Targaryens, Noirceur, dont on ne connaît pas la destinée. En 254 après la conquête, Aegon V organise un grand tournoi d'hiver à Port-Réal. Là aussi, le jeune Barristan Selmy, qui n'était encore qu'un simple écuyer, participe au tournoi sous l'anonymat et défait tour à tour le prince Duncan le Petit et le commandant de la garde royale Duncan le Grand, prenant ainsi sa revanche sur le prince Targaryen. Pour ses exploits durant ce tournoi, il sera adoubé chevalier par Aegon V en personne, ce qui fut un grand honneur pour Barristan Selmy, appelé aussi Barristan le Hardy. Bien entendu, vous avez sans doute compris qu'il s'agissait du Barristan Selmy que l'on côtoie dans les livres et la série. La même année, les terres de l'Ouest furent un brin bousculées, et il faut nous y intéresser de plus près. Tytos Lannister était le gouverneur des terres de l'Ouest, et ce dernier avait eu plusieurs enfants qui forcément vous parleront, puisque les plus célèbres de ses enfants se nomment Tywin et Kevan Lannister. Inutile là aussi de faire les présentations, je pense que vous avez très bien compris de qui je parlais. Lors d'une partie de chasse,
Tytos Lannister fut blessé par une lionne des montagnes, mais il fut sauvé par son maître chien qui sacrifia ses 3 chiens et sa propre jambe pour sauver son seigneur des griffes du terrible fauve. En remerciement, Lord Tytos Lannister lui donne des titres et terres. Le maître chien adopta ainsi sa propre bannière, 3 chiens qui formeront la maison Clegane. Ceci explique la fidélité quasi sans faille des Clegane aux Lannister jusqu'à aujourd'hui. En 254 après la conquête, Tytos Lannister décide de marier sa fille à un jeune Frey. Le jeune Tywin Lannister s'est très vite opposé publiquement à cette union, ce qui froissa le père du futur marié, un certain Walder Frey, qui lui aussi je l'espère ne vous est pas inconnu. Par la suite, Tywin se disputa à de nombreuses reprises avec son père, allant même jusqu'à le gifler. Pour punir son fils, Tytos Lannister envoie Tywin à la cour pour y servir des chansons. Pourtant, quelques années plus tard, les germes de la discorde commençaient petit à petit à germer entre les Reyne et les Lannister, au point que la famille Reyne devenait de plus en plus puissante dans les terres de l'Ouest. Aegon V invita Tytos à réagir avec davantage de fermeté contre les Reyne, qui devenaient de plus en plus provocateurs. Hélas, Tytos Lannister semblait lent dans ses réactions, et il fut contraint d'accepter l'aide de chevaliers envoyés par le roi pour calmer les tensions avec les Reyne. 4 années plus tard, en 258 après la conquête, une compagnie de hors-la-loi se faisant appeler les Neufs se réunit à Essos. Ces 9 guerriers se jurent une amitié fidèle et éternelle, ainsi qu'une aide pour conquérir 9 royaumes, donc un royaume pour chaque prétendant. Parmi eux, on retrouve le dernier feu noir, Meleys Feu Noir, dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo. Sur Westeros, Aegon V commençait de plus en plus à vouloir réveiller les dragons de la pierre. Persuadé qu'il y avait des secrets enfouis dans des livres, il chercha sans relâche des informations sur les couvées de dragons dans les dernières années de son règne. Il se voyait chevaucher un dragon comme dans l'ancien temps, faisant régner l'ordre et la justice avec ses immenses bêtes. Il envoya des mages prodiguer des sorts et énoncer des incantations autour des œufs qui leur restaient. Malgré la mise en garde de ses amis et proches conseillers, le roi continuait à s'entêter dans cette voie-là. En 259 après la conquête, le règne d'Aegon V bascula dans un tournant assez dramatique. Le roi semblait devenir de plus en plus déterminé à réveiller les dragons. On dit même qu'il finança des expéditions pour aller chercher des savoirs antiques sur les dragons dans les contrées d'Asshai, mais ces tentatives furent des échecs. Hélas, la quête d'Aegon V n'aboutissait pas. À la cour, la naine Albinos qui accompagnait Jaime de Vieille-Pierre fit une curieuse prophétie au prince Jaehaerys. Elle lui dit que le prince qui fut promis renaîtra dans la lignée d'Aerys et Rhaella. Jaehaerys, très soucieux sur le plan religieux et magique, maria donc ses 2 enfants afin de voir le prince qui fut promis naître dans sa lignée. Très rapidement enceinte, la fille de Jaehaerys devait accoucher en fin d'année. Heureux de voir son petit-fils bientôt père, Aegon V ne perdait pas son objectif, les dragons. Ce rêve de dragon s'acheva par une terrible tragédie née dans un moment de joie. Toujours en 259 après la conquête, le roi convia toute sa famille au palais de l'Estival, lieu de résidence d'été des Targaryens, pour y célébrer la naissance imminente de l'enfant d'Aerys et Rhaella. C'est alors que le pire se produisit et personne n'était préparé à cette catastrophe. Une violente explosion souffla les murs du palais, faisant voler en éclats une partie de la structure et déclenchant un terrible incendie. Que s'était-il passé? Certains témoins qui ont survécu mentionnent un étrange rite organisé par le roi Aegon V en personne. Un rite sombre et teinté de magie noire mettant en scène des œufs de dragon. Dans cette catastrophe, seule nous est parvenue la dernière page des chroniques de l'archimestre Gyldain qui, malgré de l'encre effacée, nous laisse imaginer les causes du drame. On peut y lire « Le sang de dragon recueilli en un »,« 7 œufs en l'honneur des 7 dieux, bien que le septon du roi l'ait averti », Pyroman, feu grégeois, flamme incontrôlable, immense, brûlée si fort que périt sans le valeureux Lord Comment. Comment en est-on arrivé là? Nul ne le sait. Toujours est-il que ce terrible événement, rebaptisé la tragédie de l'Estival, plongea le royaume dans le deuil total. Aegon V, son fils Duncan le Petit, le garde royal Sir Duncan le Grand, mais aussi Jaime des Vieilles-Pierres, sans oublier de nombreux invités et gardes royaux, furent parmi les victimes. Le royaume devient orphelin de son roi, son prince, ses héros et ses nombreux conseillers. La naine Albinos a miraculeusement survécu et elle réapparaîtra par la suite dans les livres du Trône de Fer. Mais de la tragédie peut naître la joie et l'explosion déclencha les contractions de Rhaella Targaryen. Cette dernière accoucha d'un garçon qu'elle renommera Rhaegar
alors que le palais brûlait sous ses yeux. Aegon V disparaît avec une partie de sa famille suite à ce tragique accident. Il laissa l'image d'un excellent roi alors qu'il était pourtant très éloigné de la hiérarchie héréditaire. Personne n'aurait pu croire que son obsession pour les dragons causerait malheureusement sa perte. Aegon avait conquis Westeros dans la gloire, Aegon II avait précipité la chute des dragons avec la terrible danse des dragons qui se termina dans l'horreur, Aegon III avait tué le dernier dragon de peur, Aegon IV avait légitimé le clan des Feux Noirs en jetant l'ombre du dragon noir dans la haine, mais Aegon V parvient à redresser la barre en rendant le royaume encore plus prospère malgré sa volonté trop importante de vouloir ramener les dragons à la vie. La tragédie de l'Estival amena donc le fils d'Aegon V, le jeune Jaehaerys II du nom, sur le trône de fer en 259 après la conquête. À peine eut-il coiffé la couronne que l'ensemble du royaume fut plongé dans les tumultes de la guerre pour le meilleur et le pire. Mais ça, vous vous doutez bien que c'est une toute autre histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très vite pour de nouvelles histoires. Bye tout le monde.